Bonjour et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et tous les fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va commencer la semaine de la meilleure des façons ce lundi matin par un nouvel épisode sur la chaîne de Actualité Mondiale. On a un sommaire qui est bien chargé pour parler de différents clubs, joueurs, entraîneurs et différents pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Vous le voyez sur le sommaire qu'on va décortiquer et analyser ensemble tout au long de la vidéo. Vous aurez comme d'habitude le sommaire aussi sur la barre de chargement de la vidéo YouTube. Et au passage, si vous voyez qu'il y a d'autres actualités que je n'ai pas traitées dans la vidéo et que vous trouvez intéressantes en tout cas à décortiquer en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour pourquoi pas je fasse d'autres vidéos d'actualité mondiale dans la semaine pour pouvoir parler de plus de choses que du Real, du Barça ou de la Liga en général. Je vous rappelle aussi que cette chaîne n'est pas faite que pour les fans du Real ou du Barça ou de la Liga, il y a de la place pour tout le monde et merci au passage pour les 62 000 abonnés qu'on a passé ce matin. On se rapproche des 100 000 abonnés, du coup j'ai envie un petit peu d'étoffer et diversifier le contenu de la chaîne et pas que le Real Madrid, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus les frères. Première actualité de la vidéo, c'est le Real Madrid qui est à fond sur Alphonso Davies pour l'été 2024, pour le prochain mercato. Alphonso Davies qui est vu comme nécessaire à la stratégie sportive du Real à court, moyen et long terme. Il termine son contrat en 2025 avec le Bayern Munich et forcément s'il prolonge pas son contrat d'ici là, le Bayern sera bien obligé de négocier avec d'autres clubs pour pouvoir le vendre et récupérer un peu d'indemnité de transfert et pas le voir partir libre et du coup gratuitement. Le Real aimerait offrir un coup à la Toni Kroos vu qu'en plus il y a une très bonne entente entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour justement récupérer un très bon joueur à moindre coût ou quasiment gratuitement. Et aujourd'hui Alphonso Davies, s'il devait partir en 2024, un prix entre 20, 30 voire 40 millions d'euros grand max, ben ce serait parfait. En plus pour un joueur de cette qualité, un arrière gauche en plus de ça de très haut level, ça coûte extrêmement cher les arrières latéraux, donc forcément ce serait plus que donné. Surtout qu'un mec comme ça qui est très bon offensivement, très bon défensivement, qui est grand, qui est costaud, qui est hyper rapide, ultra précis dans les centres, qui peut marquer des buts, qui peut même jouer un peu plus haut si imaginons t'as des blessés, un joueur qui a une bonne intelligence de jeu, qui est bon dans les dribbles, qui est technique, qui tient bien le ballon et que tactiquement est au point, c'est plutôt parfait. Le mec a fait plus que le tour de la Bundesliga avec plusieurs victoires en championnat, en Super Coupe d'Allemagne, en Coupe d'Allemagne, tout ça. Il a déjà gagné la Ligue des Champions avec le Bayern, donc forcément chercher de nouveaux défis. Pourquoi pas en Espagne, un nouveau pays, et en plus avec le meilleur club du monde, qui est peut-être le seul club qui peut lui faire passer un palier en partant du Bayern, bah c'est plus que plutôt pas mal. Au Real Madrid actuellement, t'as Ferland Mendy qui est très souvent blessé, qui l'est encore et qui va revenir en tout cas après la trêve internationale, qui n'a plus la confiance de Pérez, du board du Real Madrid, du moins des hauts dirigeants du club, qui n'a plus la confiance d'Ancelotti qui peut lui préférer Nacho, Alaba ou Camavinga en tout cas, ou même simplement Fran Garcia qui est titulaire depuis le début de la saison. Ferland Mendy qui était de base très bon défensivement, mais très limité offensivement, qui est pas assez technique, pas assez dribbleur comme un Marcelo, qui fait pas toujours les bons débordements, les bonnes conservations, il sait pas forcément dribbler, les bons centres, etc. Donc forcément, dans un système de jeu comme le Real, qui a besoin de latéraux offensifs et très techniques, ben Ferland Mendy, au fur et à mesure des saisons et avec ses blessures, ben fait un peu tâche dans la décision. Et de l'autre côté, défensivement, il est devenu moins solide, avec beaucoup de déchets défensifs, etc., beaucoup d'erreurs. Donc forcément, quand tu perds ton point fort et que dans tes points faibles, tu t'améliores pas, ben dans le plus grand club du monde, c'est compliqué d'exister sur plusieurs années. Pour l'instant, t'as Fran Garcia qui est plutôt moyen parce qu'il a encore le stress et la pression de jeu pour le Real Madrid. Il est au Rayo Vallecano et de base, il est formé au club. On l'a fait revenir avec une petite somme de transfert. Donc c'est un joueur en tout cas au potentiel, qui est jeune, qui est espagnol, qui peut aller facilement en sélection espagnole. Il est déjà allé une fois en tout cas ces derniers mois avec la Ligue des Nations. Mais c'est un joueur qui petit à petit prend confiance, qui offensivement est très bon. Défensivement, il a encore quelques lacunes sur le placement et quelques erreurs techniques aussi qui auraient pu nous coûter l'autre jour quelques points en tout cas en Liga, contre Retafe notamment. Mais petit à petit il prend la confiance et je suis sûr qu'il va exploser cette saison. Mais le Real mise sur Alphonso Davies pour être tranquille et le voit comme une priorité, même si pour moi les priorités c'est plutôt un numéro 9 et surtout un arrière droit pour concurrencer Carvajal qui à court et moyen terme en tout cas n'aura plus l'âge ou du moins le niveau d'être vraiment titulaire au Real Madrid. Donc pour moi Alphonso Davies, j'en ai déjà parlé cet été, c'est plus qu'une priorité pour le Real Madrid, c'est une affaire à ne pas manquer pour ne pas renforcer d'autres concurrents qui pourraient bien sauter dessus et avoir pourquoi pas un autre arrière droit de métier extrêmement jeune et puissant l'année prochaine pour avoir des latéraux offensifs et ce qui manque vraiment au Real Madrid aujourd'hui, ce serait parfait. On part maintenant en Allemagne avec Hansi Flick qui a été viré par la sélection allemande et c'est d'ailleurs le premier sélectionneur de l'histoire allemande qui a été limogé. Tous les autres sont partis de leur plein gré ou à la fin de leur contrat après en tout cas de belles prestations pour certains, soit aux Euros, aux différentes Coupes du Monde et différentes compétitions. L'Allemagne historiquement ça a toujours été une place forte du football qui a très rarement en tout cas connu des crises, qui est toujours allé au moins en quart de finale, demi-finale ou finale
des différentes compétitions, qui est quand même un palmarès plutôt énorme dans la plupart des sélections et compétitions internationales. Mais l'Allemagne aujourd'hui subit une crise importante avec une génération qui est critiquée par tous les anciens, en tout cas joueurs de la Mannschaft, Toni Kroos y compris, qui a souvent taclé ouvertement cette équipe-là, qui n'a pas de fond de jeu, qui a beaucoup de talent avec une ossature du Bayern Munich et des joueurs en tout cas qui jouent dans les plus grands clubs du monde pourtant et dans les plus grands championnats, mais ils n'arrivent pas à trouver l'osmose, personne se bat vraiment pour les autres, tout le monde veut être un peu égoïste, faire la décision pour soi, t'as des joueurs aussi en pleine crise de confiance, et malheureusement tu te trouves des fois avec des joueurs qui n'ont pas la plus grande expérience non plus pour remplacer les mecs qui aujourd'hui traversent une très mauvaise passe, et t'as beau avoir des Gundogan, des Kimmich, des Goretzka, des Sané, des Gnabry, des Füllkrug en ce moment qui marquent beaucoup de buts, etc. Même des Florian Wirtz par exemple qui sont très bons du côté du Bayer Leverkusen et des jeunes à très fort potentiel, et à côté de ça t'as une défense qui ne suit malheureusement pas, t'as beau avoir Ter Stegen au cage ou Manuel Neuer, ça suffit pas, et aujourd'hui collectivement, offensivement comme défensivement, l'Allemagne quand tu les vois jouer, ça se fait balader, ça se fait bousculer, physiquement ils sont pas bons dans les seconds ballons, ils occupent pas bien le terrain, ils sont pas aussi concentrés qu'ils peuvent l'être en club, et aujourd'hui ça leur fait défaut, et tu peux pas remporter une compétition comme ça. Tu te fais sortir en poule à la Coupe du Monde, dans une poule pourtant de base certes attractive mais qui était quand même à la portée de l'Allemagne avec l'Espagne, le Japon et aussi le Costa Rica, fait sortir par l'Angleterre dès l'Euro 2021 dès les huitièmes de finale. Entre temps en 2023 ils ont subi 3 défaites consécutives et même 5 défaites toutes compétitions confondues en 2023, ils ont fait un nul 3-3 contre l'Ukraine et en plus ils ont gagné qu'un match contre le Pérou 2-0, donc au bout d'un moment, Hansi Flick ou pas Hansi Flick, peu importe l'entraîneur excellent qu'il est, ce qu'il a fait au Bayern Munich en remportant beaucoup de trophées, malheureusement en sélection ça ne passe pas, et être un sélectionneur c'est pas la même chose qu'être un entraîneur de club, peu importe ce qu'on en dit, c'est pas le même rythme, t'es pas autant avec les joueurs que tu le voudrais, t'as pas le temps de faire passer tous les messages que tu voudrais, et même s'il en a connu certains en club, malheureusement la mayonnaise ne prend pas, et aujourd'hui la mentalité allemande est plus que faiblarde. On pense à Nagelsmann ou pourquoi pas l'entraîneur de Francfort qui avait remporté l'Europa League pour le succéder. Je pense que Nagelsmann qui est libre aujourd'hui a peut-être les moyens de prendre justement cette sélection et peut-être de les redresser un petit peu par sa tactique un peu folle en même pas 8-9 mois avant l'Euro 2024, mais je pense que ça va être très compliqué pour l'Allemagne qui risque de vivre un véritable calvaire encore dans quelques mois. L'Italie qui est également catastrophique avec encore une fois 1-1 à l'extérieur contre la Macédoine du Nord. L'Italie qui avait besoin de points pour se rapprocher de l'Ukraine dans la même phase de poule, ils avaient déjà lourdement perdu contre l'Angleterre qui s'envole à la tête de ce groupe-là et qui finira sûrement première, verrouillera ce groupe facilement. On a l'Ukraine du coup pour l'instant qui a un match en plus avec l'Italie et 3 points de plus. Le prochain match justement c'est Ukraine-Italie, et attention à l'Italie que s'ils perdent ce match-là, ils mettraient vraiment plus qu'en danger leur participation à l'Euro après avoir pourtant gagné le dernier et surtout après avoir raté la Coupe du Monde. Donc globalement l'Italie qui peut vraiment se faire du souci, même s'ils ont changé de coach avec Mancini qui est parti en Arabie Saoudite à la surprise générale et au dernier moment sans quasiment rien dire à personne. T'as Spalletti qui a été pris pour justement en tant que champion d'Italie avec Naples, pourquoi pas apporter une nouvelle vision, ce côté peut-être plus expérimenté et en tout cas ce côté gagnant dont l'Italie a besoin. Mais surtout l'Italie aujourd'hui traverse une crise générationnelle assez importante. On sait qu'il y a des jeunes qui sont quand même plutôt bons, mais globalement la mayonnaise entre ces jeunes là et les joueurs expérimentés ne prend pas. On n'a pas un collectif qui est bien huilé, on n'a pas beaucoup de victoires sur les derniers matchs. Ils sont allés au Final Four de la Ligue des Nations, ils ont perdu contre l'Espagne directement, mais globalement l'Italie en termes de production de jeu offensivement etc, et dans la solidité derrière qui n'est plus du tout le catenaccio italien, ça fait quand même peine de voir autant l'Italie que l'Allemagne qui étaient pourtant des nations fortes du football et d'être en train de creuser toujours plus bas à chaque compétition et chaque qualification. Et franchement si l'Italie ne passe pas les groupes aujourd'hui avec pourtant un groupe qui est ultra accessible, c'est quand même problématique, et vraiment l'avenir de la nation est plus qu'en danger à ce niveau-là. Le record de Neymar qui grâce à son doublé contre la Bolivie avec le Brésil dans une victoire 5-1 pendant les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud, un doublé et une passe décisive pour Rodrigo notamment qui a lui aussi mis un doublé et on est fier de lui ici côté Real Madrid. Neymar qui passe devant Pelé qui, même s'il est disparu vous le savez tous depuis maintenant quelques temps, on a Neymar qui avait déjà égalé avant ce match-là le nombre de buts marqués par Pelé en sélection brésilienne avec 77 buts toutes compètes confondues, amicaux, Coupe du Monde, Copa América, etc. peu importe. Là avec son doublé, il passe à 79, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la sélection historiquement. Il est aussi avec 56 passes décisives, toutes compètes confondues avec le Brésil, le meilleur passeur. Du coup Neymar en tant que buteur et passeur, trône à la tête de ses classements et peut encore à son âge, même s'il est parti faire une pré-retraite dorée en Arabie Saoudite, peut-être encore jouer 2-3 ans et améliorer son record. Et peut-être, on l'espère pour lui, améliorer son palmarès en Copa América, qui n'a pour l'instant jamais
jamais gagné, donc peut-être que l'année prochaine ce sera chose faite, pour peut-être une de ces dernières qui pourra jouer, et en espérant pour lui peut-être qu'il amènera le Brésil à la Coupe du Monde 2026 le plus haut possible avec Ancelotti qui sera sûrement aux commandes d'ici là, par rapport à la Coupe du Monde cette année 2022 qui était pour moi le grand favori, le Brésil de Neymar, hein, en termes de production de jeu, etc. Ils faisaient peur, ils étaient armés de tous les côtés, ils ont choke contre la Croatie, ça c'est vrai, mais Neymar aurait pu en tout cas mieux faire dans sa carrière globalement avec le Brésil. Il a entre guillemets juste gagné la Coupe des Confédérations 2013 et aussi les JO avec notamment du coup les Brésil U23 vu que c'est en général une compétition avec les moins de 23 ans sauf 3 joueurs par sélection, qu'en plus de 23 ans si les sélections veulent bien sûr sélectionner des joueurs comme ça pour l'expérience tout ça, mais Neymar aujourd'hui il y a quand même une question qui se pose avec toutes ces statistiques, amener aussi peu de trophées au Brésil, même si bien sûr gagner un trophée c'est extrêmement difficile vu la concurrence qu'il y a eu un moment avec le Chili qui a quand même remporté 2 Copa América d'affilée, t'avais quand même l'Uruguay aussi qui est pas mal, t'as l'Argentine en face qui est le grand rival du Brésil tout ça, qui a déjà remporté la Coupe du Monde au Qatar, on le rappelle pas, comme on le rappelle, mais le Brésil aujourd'hui, même en étant favori à chaque fois, perd petit à petit de sa bravoure, de sa stature, et finalement fait toujours office de favori placé, mais jamais gagnant. Donc toujours dans la peau du défaitiste plutôt que du gagnant, et Neymar aujourd'hui, même si c'est une idole, un pur génie du football, qui a su marquer une génération, même si entre son passage au PSG qui était catastrophique et sa fin de carrière aujourd'hui, finalement il a une carrière gâchée. Une seule Ligue des Champions seulement, une Copa Libertadores quand même, ce qui fait quand même un des rares joueurs qui a remporté les 2 Ligues des Champions en Amérique du Sud et en Europe, mais globalement pas de Ballon d'Or, pas plusieurs Ligues des Champions, pas de Coupe du Monde, pas de Copa América. Le bilan pour ces statistiques est quand même assez ridicule. Donc est-ce que vous pensez que Neymar doit être parmi le top 10 ou top 5 des meilleurs Brésiliens de l'histoire par rapport à ceux qui ont remporté plusieurs Ballons d'Or, plusieurs Ligues des Champions, qui ont même remporté plusieurs Coupes du Monde ou Copa América avec le Brésil, même avec un peu moins de stats, qui globalement sur leur carrière en club ont été bien meilleurs que Neymar? Dites-moi où est-ce que vous situez Neymar dans les commentaires. Moi je le mets dans le top 10 mais perso pas dans le top 5, même s'il est meilleur buteur et passeur, parce qu'aujourd'hui il faut aussi rappeler qu'il y a plus de matchs qu'avant, donc t'as plus de chances de faire des stats. Même si lui il a fait tout ça en 125 matchs, c'est quand même plutôt correct. Et on termine avec Thierry Henry qui vise bien sûr la victoire au JO. Thierry Henry qui a succédé à Sylvain Ripoll à la tête de l'équipe de France Espoir, qui même s'il a eu quelques aventures désastreuses du côté de Montréal ou de Monaco par exemple, il a quand même été plutôt pas mal avec la sélection de la Belgique en étant adjoint en tout cas de Roberto Martinez. Il a pu apporter son expérience à pas mal de joueurs en les faisant progresser sur des détails, des petits discours, des conseils, tout ça. Un entraîneur et surtout aussi un spécialiste du football qui était un très grand joueur, un des plus grands attaquants, un des plus grands joueurs de la première ligue, si ce n'est peut-être le meilleur joueur du plus grand championnat du monde. Un mec qui connaît le football sur le bout des doigts, que tu pourrais écouter parler pendant des heures, tellement il est intéressant sur les anecdotes, sur les tactiques, les conseils, sa compréhension du football, surtout pour les attaquants, tout ça. Mais quelqu'un qui a su aussi redécouvrir le football avec Wenger, avec Guardiola et différents coachs qu'il a pu côtoyer, etc. au quotidien. Mais aujourd'hui, même s'il a pas réussi avec les pros, même si on sait qu'il est très sérieux, qu'il est très professionnel et surtout qu'il est très exigeant et que le discours avec les jeunes peut difficilement passer, on sait que c'est un joueur qui est aimé, qui a quand même une aura de ce qu'il a fait en club, en équipe de France, que la nouvelle génération le connaît comme quand même Titi Henry, une superstar, et c'est un joueur qui doit être respecté en tant que joueur pour sa carrière aussi en tant que personne, et c'est l'occasion peut-être pour lui aussi de lancer comme il faut sa carrière d'entraîneur. Être sélectionneur, c'est pas la même chose qu'être entraîneur, tu passes pas autant de temps avec les joueurs que tu voudrais pour préparer ta tactique et imposer ton discours, mais réussir justement à les cadrer en aussi peu de temps, c'est quand même quelque chose à faire d'important que peu de personnes sont capables de faire en général, et son aura peut bien sûr l'y aider. La dernière fois que la France a remporté les JO, c'était en 1984 à Los Angeles, et cette année, 30 ans plus tard, même 40 ans plus tard, pardon, ça se passe en France, donc forcément remporter les JO en France, c'est un objectif absolu pour l'équipe de France. T'as Gusto, Wai, Calumendo, Barcola, Loukeba, t'as pas mal de monde comme ça, et franchement, même si il est vrai que la concurrence sera énorme, on sait par contre que l'Angleterre n'est pas éligible aux Jeux Olympiques, sauf s'ils font une équipe de la Grande-Bretagne, et ceux-ci ont quand même remporté le dernier Euro Espoir, contre le Portugal en finale qui avait aussi une belle équipe, même si pour l'instant t'as que l'Ukraine, l'Israël et l'Espagne de qualifier dans la zone Euro, et que globalement dans le monde t'as les États-Unis et la République Dominicaine de qualifier, t'auras peut-être le Brésil, l'Argentine, tout ça qui seront eux aussi qualifiés, donc la concurrence sera féroce, même si éventuellement il peut compter sur Mbappé ou quoi pour renforcer l'effectif pour les JO, ce qui serait plutôt pas mal pour la France évidemment, pour la qualité du groupe et tout ça, mais Thierry Henry, je pense que en quelques mois, il peut transformer les Bleus, qui ont quand même connu avec Sylvain Ripoll que des désillusions aux différents euros Espoir, U21 avec la Coupe du Monde, tout ça. Ils ont à chaque fois choke, même quand il y avait l'équipe type, ils choquaient. Souvent les clubs ne voulaient pas laisser partir les espoirs, donc tu avais des fois des compétitions où l'équipe était amputée de beaucoup de bons joueurs, donc forcément ça pouvait pas le faire, mais même avec l'équipe type, ça choquait. Donc aujourd'hui c'est à lui de cadrer les talents, de voir ce qu'il est capable de faire pour concurrencer l'Espagne et les grosses équipes qui seront présentes
aux Jeux Olympiques. Mais je pense que vraiment, s'il arrive à faire jeu, il a remporté son premier match 4-1 l'autre jour avec en tout cas du jeu et du football. Donc à voir ce qu'il est capable de faire maintenant contre les meilleures nations. Et voilà les gars, c'est tout pour cet épisode d'Actu Mondial. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous avez pensé des différents sujets qu'on a pu traiter dans cette vidéo. Rajoutez d'autres sujets que je pourrais traiter dans d'autres vidéos comme ça. Abonnez-vous et cochez la cloche et le petit pouce bleu pour me soutenir, c'est super important. Et en plus, comme ça vous ne raterez pas les prochains épisodes de ce concept là et mes prochaines vidéos. Mes réseaux comme Insta et Twitter dans la description pour parler de football en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.